po Uveva o te tumunuie Ito kuhane E te tamane Oui, nous sommes dans la baie de Trauku. C'est la baie où les yachts rentrent facilement. Et c'est dans cette baie de Trauku où on a fait un quai, même le Aranui accoste au quai. Tout à fait en bas de la météo, la station météo, il y a le tournant qu'on appelle Calédo. Et là, en face de nous, là, derrière la digue de l'autre côté, c'était l'ancien quai qui avait été fait à l'époque par les Allemands, quand il n'y avait pas eu le quai de ce côté-ci. Donc les gens débarquaient directement de l'autre côté, là, sur le petit quai là-bas, et arrivaient vers Calédo, là, en montant. Oui, mon papa a quitté la France vers les années 1930, 30, 31, 32 peut-être. Je ne sais pas exactement à quelle année, mais vers ces années-là, il est né à Esbly, à quelques kilomètres de Paris. Et il y a eu un problème dans la famille. Il a perdu ses parents, et alors il a décidé de partir vers un pays pour investir. Et le pays qu'il avait choisi à cette époque-là, c'était la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il a pris les bateaux qui faisaient la liaison entre Marseille et le Pacifique. C'était le Tahitien, le Calédonien et tout ça. Et il est passé à Tahiti, il a fait escale à Tahiti. Et il n'a jamais poursuivi jusqu'en Nouvelle-Calédonie, parce que là, à Tahiti, il a rencontré une jeune infirmière à l'époque. C'était devenu ma maman. Elle s'appelait Émilie Aubry, et lui, il s'appelle Émile Rosy. Ma maman est née à Fara, une famille Aubry qui était chef de district à l'époque. Parce qu'après, arrivé à Tahiti, il a vécu avec ma maman et je suis né là-bas. À cette époque-là, il cherchait à acheter un terrain pour pouvoir travailler sur une terre, soit à Tahiti, soit ailleurs. Et à l'époque, il y avait une grande terre qui se libérait, qui était mise aux enchères à l'époque, c'était la vallée de Taoku. Et donc, entre la surface qu'il pouvait avoir avec le même prix à Tahiti et aux Marquises, il a choisi de venir aux Marquises. Parce que comme il n'avait pas de notion, lui, il s'était préparé pour être docteur. Et donc, ça n'avait aucun rapport avec les terrains qu'il voulait prendre. Mais il a acheté donc le domaine de Taoku. Et c'était un domaine à l'époque où il y avait de la vanille, où il y avait des cocotiers, il y avait un élevage, il y avait déjà quelques ouvriers tahitiens qui étaient installés ici à l'époque. Et donc il est venu et il a commencé à s'intéresser à l'agriculture. Mais comme il n'avait pas de connaissances, à mon avis, il a essayé de poursuivre le café. Alors le café, il y avait du café qui poussait naturellement au fond de la vallée. Et donc on ramassait souvent, pendant la période où le café était mûr, c'était au mois de juin, juillet, et les filles de l'école, de l'internat de l'école des sœurs de Hatuna, de Sainte-Anne, venaient ramasser le café parce qu'il fallait beaucoup de vin. Et donc, on faisait pas mal de café à cette époque-là.
Après, la vanille a disparu, il y a eu une maladie peut-être, et puis les prix sont tombés. Donc on a poursuivi un peu dans le café naturel. C'était un bon café. On arrivait à faire jusqu'à presque 2 tonnes de café à l'époque. Nous sommes 9 enfants de cette union. Alors il y en a qui sont nés aux Marquises, il y en a qui sont nés à Tahiti. La plupart ne sont pas restés à Taoku, ils sont partis s'implanter donc là où ils ont pu trouver du travail. Et mon papa aussi à l'époque, donc n'arrivant pas à vraiment vivre sur le copra, parce qu'il faisait du copra aussi, et donc il a décidé de partir travailler à Tahiti en même temps pour poursuivre les études des enfants. Et donc il a travaillé à la banque comme caissier à la banque. Il a travaillé aussi à Makatea comme directeur du magasin commercial de l'époque, à l'époque où on faisait du phosphate à Makatea. Et je suis passé de temps en temps à Makatea aussi chez eux. Et donc je me souviens, on allait attraper les kaweu le soir. C'était un moment très agréable parce qu'il y avait des bateaux qui venaient chercher le phosphate et qui livraient donc des fruits qui venaient de ces pays, de Nouvelle-Zélande et autres, à Makatea, la viande. Nous étions donc 9. C'était moi, Guy, ensuite Christian qui était infirmier, ensuite Maxime qui était dans l'aéronaval, ensuite Guy, Christian, Maxime, René qui travaillait à la CPS à Tahiti, Micheline qui faisait ses études de médecine, qui est devenue Madame Papouet. Et elle était donc docteur pour les prématurés, les enfants prématurés. Christian, Maxime, René, Hélène. Hélène était aussi assistante sociale. Et Micheline. Abel travaillait à Tahiti. Philippe, lui, il s'occupait du sport. Il était moniteur de tennis. Et Marie-Paul, elle, c'est l'épouse de Ganlon qui s'occupe du syndicat. L'aîné, c'était moi. Et donc, je suis né dans la maison familiale de Taoku. C'était une maison à étage en bois. Donc, il y avait 4 chambres en haut, une terrasse déjà. Et comme c'était un peu en altitude, elle avait une belle vue. C'est tout en bois de l'époque. Une grande maison. Mes parents habitaient là, nous tous on a habité là. Et maintenant, quand ils ont disparu, bon, maintenant ils ont donné la maison au dernier enfant qu'ils avaient eu, le plus jeune, Philippe. C'est Philippe qui habite là-bas maintenant avec ses enfants. Oui, juste un peu plus loin, là, sur la butte qui est un peu plus loin. Mes frères et mes sœurs ont tous débouché un travail dans l'administration ou dans l'armée. Mon papa, lui, en ayant essayé de travailler à l'époque dans l'agriculture et l'élevage, s'est rendu compte que c'était vraiment difficile comme métier pour pouvoir vivre bien. Et donc, il a préféré pousser tous ses enfants au maximum pour avoir au moins le brevet et après, ou le bac, et après devenir fonctionnaire. Et là, il a bien réussi. Mais pour ce faire, ben, il a été obligé de laisser aussi tomber son but agricole ici pour aller trouver du travail à Tahiti.
Moi, je suis né en 1933, le 6 août. Alors, dans quelques mois, j'aurai 89 ans. Et j'ai commencé ma scolarité ici à Tourna, où il y avait une toute petite école publique. Et il y avait aussi l'école de Sainte-Anne, qui, elle, était bien plus importante. Mais elle n'avait que les filles à l'école. Alors j'ai été exceptionnellement autorisé à aller à cette école de Sainte-Anne parce que mon papa estimait que l'école publique de l'époque n'était pas très fiable. On avait confié effectivement à cette époque-là à des personnes qui venaient de Hawaï pour faire l'école et tout ça. Alors en français, c'était pas terrible. Alors après, alors on est parti quand on est parti à Tahiti. À Tahiti, alors on est rentré pensionnaire à l'école des frères. J'ai été à l'école des frères là à Papeete à l'époque, il n'y avait que le brevet. Ça s'arrêtait là, l'enseignement de l'époque. Et comme mon papa voulait que je poursuive jusqu'au bac, on a été obligé de choisir ou bien la Calédonie ou bien la France. Alors, mon papa a dit non, avec tous les problèmes qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie déjà, il a préféré m'envoyer en France. Alors je suis allé en France et comme on avait peur d'avoir froid peut-être, alors on a choisi Nice. Alors je suis allé à Nice à l'école. Mais ce n'était pas vraiment un cadre idéal pour faire des études. Il y avait beaucoup de festivals par là, des fêtes et tout ça. Alors j'ai passé quand même le bac à Nice. Après, je décide de rentrer parce que je n'avais pas tous les moyens pour poursuivre. Ça coûtait cher. Et donc, on a décidé de rejoindre le papa qui, lui, faisait le COPRA ici. Alors, au bout de quelques mois de COPRA, non, je me suis rendu compte que c'était pas une vie idéale. Alors, à l'époque, on était tous poussés vers, pour devenir fonctionnaire. C'était la sécurité, là. Et donc, j'ai essayé de rentrer à l'école normale de Tahiti pour devenir instituteur. Mais à cette époque-là, j'avais dépassé de quelques mois l'âge limite où on ne prenait plus, trop âgé. Alors, je n'avais pas d'autre solution que d'essayer de trouver une place de suppléant dans un poste d'enseignant aux Marquises. Et c'est comme ça que un poste à Fatohuiva s'est libéré. Et donc, j'ai pu aller faire le premier remplacement à l'enseignement à Omoa. Le poste de la femme du directeur s'est libéré. Le directeur, c'était Miroslav Otsenasek. Il était de Papara, je crois. Ses parents avaient une station d'essence là-bas. Elle devait, je pense, aller faire son accouchement à Tahiti parce que à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de personnes compétentes pour faire les accouchements. Et j'ai remplacé donc son épouse. Il n'était pas tellement enchanté de m'avoir là-bas comme enseignant. Je ne sais pas, il avait ses raisons personnelles peut-être. Le chef de district de l'époque, c'était William Grelet. Et lui, il avait une espèce de... Dans son appartement, il y avait un musée où il y avait vraiment beaucoup de magnifiques sculptures marquisiennes. Et c'est lui qui m'a marié civilement.
Et après, en travaillant à Omoa, là, au bout de quelques semaines, bon, j'ai profité pour me marier à Omoa. Ma future épouse, c'est ça, je l'ai rencontrée à Atouna. À Atouna, elle s'appelle Taoumomo, Esther. Et Esther Peterano, parce que son papa, c'était de la famille Peterano. Ben, j'ai rencontré, elle était donc née à Touna et elle travaillait chez Jean-Marie Frémaux, qui était à l'époque le postier et qui habitait au bord de la plage de Atouna. Et elle travaillait là, et alors j'avais souvent l'occasion de la rencontrer chez Frémaux. Et on s'est connus, on a décidé donc dès qu'on avait les moyens, de se marier. Mais sans faire de tralala, parce qu'on venait juste de trouver le premier travail et on n'avait pas énormément de moyens. Un mariage très simple, on n'avait pas de famille de Atouna qui pouvait venir. Les moyens étaient difficiles. Les bateaux étaient rares, il n'y avait pas de bonitier, il n'y avait pas de liaison comme aujourd'hui. Et donc, il fallait prendre les golettes de passage, comme le Kaofanui ou les bateaux comme ça. Alors, on prenait le bateau administratif des marquises. À l'époque, c'était le Kaofanui, qui a été construit donc en France pour les marquises. Mais comme ils n'avaient pas assez de crédit, ils ont coupé le bateau. Ils n'ont pas fait toute la longueur qui était prévue à l'origine. Alors ça donnait un bateau qui était vraiment très mouvant. Et donc, dès qu'on prenait le bateau, on était malade déjà. À cette époque-là, le père Gilbert, qui lui était de Atouna, est allé nous accompagner jusque là-bas pour faire notre mariage religieux. Après mon mariage, bon, ils ont changé l'âge où on pouvait rentrer à l'école normale. Et donc, je pouvais rentrer. Donc, je suis allé à l'école normale à Tahiti où, pendant 2 ans, donc, j'ai passé le concours interne, le Chefala, comme on l'appelait à l'époque. On cherchait un poste pour être affecté. Alors j'avais demandé si on pouvait trouver un poste dans les îles Marquises, mais il n'y avait pas de poste disponible à ce moment-là. Alors un poste de direction s'est libéré à Papeari. C'était une école avec 11 classes. La directrice, avant Jacques Denis Drolet, qui était là aussi, c'était Madame Sanfort de Papeari, dont le mari s'occupait des travaux publics. Et donc, dans cette école-là, il y avait 11 classes. Il n'y avait que des madames, des femmes. Il n'y avait pas d'hommes instituteurs. Alors moi, tout jeune, j'arrivais comme instituteur, directeur de cette école-là. Alors elles me faisaient marcher, toutes ces institutrices-là. Alors elles étaient souvent absentes, malades, indisponibles. Et donc il fallait que je fasse des remplacements. Alors c'était une époque intéressante parce que j'avais des relations avec des vieux pêcheurs de l'endroit et on allait souvent à la pêche au thon dans les ahi, comme ils appellent là-bas. C'est juste derrière le récif. Et donc j'ai appris à pêcher là-bas, dans ce trou à thon. Et comme j'avais pu acheter du nylon, eux, ils étaient avec la ficelle, la corde.
des anavés, comme on appelle en tahitien. Et donc, j'ai acheté des nylons, et comme je pouvais aller beaucoup plus au fond que eux, alors j'attrapais des poissons que eux n'avaient pas attrapés encore au fin fond de ce trou à ail. Et là, on a fait des bonnes pêches. Là, il y avait un vieux qui habitait au bord de la mer, et il m'avait appris à attraper les pieuvres avec des porcelaines avant d'aller à la pêche dans cet endroit de trou à thon. Je ne me rappelle plus son nom. Il était un peu handicapé, il était un peu bossu et il était très sympathique. Il m'a appris beaucoup de choses sur la pêche. Et après, quand on a arrivé à attraper des beaux poissons, on entendait le passage de trucks de sachets qui venaient de Tarawa ou de Tautira, de ce côté-là, pour aller au marché. Et on embarquait notre gros poisson sur le truck pour aller au marché à Papeete. Après Papeari, bon, alors je cherchais toujours un poste aux Marquises et un poste s'est libéré à Taiohae et j'ai été affecté à Taiohae. Là-bas, il y avait un directeur qui s'appelait Eugène Huyotu. Et j'ai fait l'école dans le bâtiment administratif où le papa Dichelet faisait aussi l'école là avant. Presque 2 ans. On a préparé au certificat d'études, tout ça. Après Taiohae, j'ai pu avoir un poste qui se libérait à Atuona. C'était la femme du postier, Georgina Frébeau, de Pira, qui rentrait sur Tahiti. Alors j'ai pu être affecté ici comme instituteur. Et au bout de quelques années, bon, je suis devenu directeur là, quand le directeur a quitté. Cette époque-là, il n'y avait pas comme aujourd'hui tous les moyens, les Vini et compagnie. Et donc, au téléphone, déjà, quand on appelait, on disait à toi. Alors, il fallait parler chacun son tour. Donc, c'était très, très intéressant à l'époque. Et donc, là, en tant qu'instituteur, ben, il fallait faire beaucoup de choses. Par exemple, quand on avait des nouveaux élèves qui arrivaient, on n'avait pas assez de classes. Eh ben, on réunissait la population pour construire une classe provisoire avec les matériaux locaux, des feuilles de diao et tout ça. Et donc, on a fait plusieurs classes comme ça pour répondre aux besoins des enfants. Et alors, on était parti de 2 classes à 3, 4, 5 classes. Et donc, au départ, j'étais directeur dans une classe unique où il y avait plusieurs niveaux d'école. Et en même temps, donc, je prenais les tout petits qui venaient de rentrer et je préparais à l'entrée en 6e et au certificat en même temps. Donc c'était une époque difficile. Mais ça a bien marché, on a eu quand même pas mal de bons résultats. Ben, ce sont tous ceux qui sont devenus grands là, ici. Après, il y avait les enfants de Lucien Mataiki, les enfants de mon adjoint, qui était Mataiki Kopa Momo. Il y avait Lucien, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres. Il y en a qui sont devenus, même l'autre Taua Teha Mona, qui a été devenu administrateur à Taiohae. C'était tout ça, des élèves que j'avais aussi à l'époque. Daniel Matikawa. Avant ça, il n'y avait que des chefs de district partout en Polynésie, parce que les premiers maires qui ont été nommés, c'était à Papeete, après ça a été à Uturoa, après un peu plus tard à Fa'a. Et tous les autres, c'était des chefs de district. Alors ici, c'était
la famille Frébeau, Henri Frébeau, qui était le chef de district de l'époque. Et alors après, donc on a mis en place le nouveau statut des maires. Et là, je me suis présenté et donc j'ai été élu là comme le premier maire à Hivaoa. Il n'y avait pas beaucoup de candidats parce que être maire faisait peur à l'époque. Les responsabilités que le maire devait avoir, il fallait beaucoup de moyens pour pouvoir réaliser. Dans l'eau, les déchets et tous ces trucs-là, ça faisait peur à ceux qui voulaient prendre la responsabilité d'être maire. Pour moi, je n'avais pas peur parce que je m'intéressais, en étant directeur d'école, je m'intéressais beaucoup aux problèmes des personnes qui habitaient ici. Il n'y avait pas de bureau pour les allocations familiales. Beaucoup de gens ne percevaient pas leur indemnité d'allocation familiale. Alors je faisais leur dossier et j'allais à Tahiti pour pouvoir percevoir leur part d'allocation familiale. Et après, quand je rentrais, je leur redonnais leurs sous. Il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas tout ça. Mais oui, à l'Assemblée, c'est pareil. Comme je faisais la tournée souvent dans les autres îles du Sud, à Tawata, à Fatouiva, quand je faisais l'école, je connaissais bien toutes les familles. Alors, ils avaient décidé donc de me dire qu'il faut aller à l'Assemblée pour pouvoir défendre les marquises à l'époque. Alors, je me suis présenté et j'ai été élu. J'ai fait à peu près 6 mandats à l'Assemblée et 6 mandats à la mairie. Donc, après, on s'est laissé aller un peu parce qu'on était élu sans opposition. Et donc, après, en 2008, je crois, donc, alors, j'ai perdu la place du maire. Et c'est un Teha Mona, mais c'est un parent à ma femme qui a été élu. Il fallait former les nouveaux maires, les responsables, formés pour le travail qu'ils devaient mener dans leur commune. Et donc, le haut commissaire de l'époque m'avait déjà rencontré ici à Atuna. Et il m'a demandé si je pouvais s'occuper du syndicat des maires. J'ai accepté, alors j'ai eu une petite formation pour pouvoir mener. Alors mon secrétaire à l'époque, c'était Henri Mau. Oui, ben on s'est occupé de la population, et donc améliorer leur cadre de vie et tout. Faciliter l'obtention de tous les papiers administratifs qu'ils avaient besoin à l'époque. Et il en fallait beaucoup à l'époque. Parce que à la CPS et tout ça, ils étaient très exigeants pour les papiers. Et donc, on a développé au maximum ce qu'on pouvait développer. Et en combinaison avec l'Assemblée territoriale, j'ai pu obtenir pas mal de moyens pour faire les routes surtout, améliorer l'eau. Mais on n'a jamais été compétent pour pouvoir donner de l'eau potable. On avait pu donner suffisamment d'eau parce que dans les marquises, déjà à cette époque-là, il y avait déjà toutes des longues périodes de sécheresse. L'eau était une priorité aussi à l'époque. Alors maintenant, l'eau, le traitement des déchets, tout ça, l'éducation, l'enseignement, donc on a poussé tout ça. Et ensuite, j'ai poussé aussi pour faire
un CJA, un CETAD à l'époque, mais il n'y avait pas suffisamment d'élèves. Et on a transformé ces anciens bâtiments qui avaient été construits pour pouvoir implanter le SMA, service militaire adapté. Là-bas, en face de nous, il y a l'ancien CETAD qui est devenu l'endroit où habite maintenant la section du SMA. C'est à côté du CJA. À cette époque-là, ils avaient opté pour aller s'implanter à Nukuhiva. Alors j'avais accompagné la mission qui était venue de France pour pouvoir aller à Nukuhiva pour voir où ils pouvaient être implantés. Et ils n'ont pas été reçus favorablement. La population en général ne voulait pas avoir SMA. Ils avaient peur d'avoir des problèmes pour leurs épouses, peut-être. Et donc, je leur ai dit, si vous ne pouvez pas vous implanter à Nukuhiva, j'ai des bâtiments disponibles ici à Hatuna. C'était l'ancien CETAD. Pour le moment, il ne sert plus à rien. Donc, si vous voulez venir, vous pouvez venir. Nous, on peut vous recevoir. Et c'est comme ça que le SMA a opté pour venir s'implanter à Hivao. Et maintenant, il y a un nouveau projet SMA pour doubler le nombre de militaires et doubler le nombre de formations. Parce que c'est vraiment une école importante pour rattraper tous ces jeunes des marquises et même d'ailleurs. Alors, il fallait améliorer la digue pour pouvoir recevoir les bateaux qui faisaient la liaison entre Tahiti et les Marquises. À l'époque, il y avait 3 ou 4 goélettes qui faisaient. Il y a une goélette qui a cogné au bout derrière Hivao là-bas, qui avait coulé aussi, derrière Hanayapa. Je ne me rappelle plus de tous ces noms-là, mais il y avait 3 ou 4 goélettes. Pas le Tagua, le Vaitere. Après, oui, il y avait le Namoyata aussi à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, il y avait le premier aéroport, c'était à Uahuka. Et après, nous, on revenait à Uahuka avec un petit avion de 3-4 places. Et après, il fallait qu'on prenne le bateau pour venir ici. Il n'y avait pas d'aérodrome ici. Après, ils ont fait aussi l'aérodrome de Nukuhiva et celui de Hivao. Comme à cette époque-là, il y avait les messageries maritimes qui faisaient escale à Taiohae, on a essayé de demander à ce que, au moins, certaines marchandises puissent être débarquées directement à Taiohae sans aller à Papeete et revenir aux Marquises. Donc ça revenait bien plus cher. Mais on n'a jamais réussi. Tahiti n'a jamais accepté. Les commerçants de Tahiti ne voulaient pas accepter. Ben, parce que c'était leur business. Hein. Surtout, on demandait pour avoir le ciment, les matériaux de construction. Mais ça n'a pas marché. Et à cette époque-là, on a essayé aussi de faire développer l'inter-île Marquise avec Taro Tekuata'awa. On avait racheté l'ancienne goélette du Taporo, mais on n'a pas eu de chance, ça a mal terminé aussi. C'était un beau projet, oui. Il ramassait le copra, il centralisait tout le copra, il livrait les marchandises que les goélettes de Tahiti livraient dans les ports principaux, par exemple à Hatuna, à Taiohae. Ensuite, c'est ce bateau-là qui devait livrer ses marchandises dans les autres îles et dans les petites vallées, parce qu'il n'y avait pas de route partout, il n'y avait pas de port partout.
mais ça n'a pas duré longtemps. Les routes et les écoles, développer les écoles secondaires, ça oui. Parce que tous les jeunes enfants des marquises devaient aller à Tahiti à l'école. Ça posait énormément de problèmes. Et dès qu'on a pu construire ces écoles-là, on a augmenté le niveau de l'enseignement dans les îles, à Nukuhiva, Hivaoa, Uopo. On a mis des CJA, on a mis tout ça, des écoles primaires. Maintenant, ils ont même des écoles dans les petites vallées, la Tawata, à Fatuhiva, ils vont dernière classe avant de rentrer dans le secondaire. Comme j'avais travaillé et il y avait beaucoup de projets en vue, il fallait que quelqu'un puisse poursuivre. Alors j'ai poussé ma fille, Joël, à se présenter à la mairie et à l'Assemblée. Et elle a accepté et elle a l'air de mener son travail assez bien. Je suis très, très fier de tout ce qu'elle fait, comme par exemple la réception qu'ils ont préparée pour pouvoir recevoir le président de la République, Macron. Ben, ça s'est très bien passé. Et depuis qu'elle gère l'Assemblée, enfin pas l'Assemblée, la mairie de Hivaoa, eh ben, il y a beaucoup de projets qui sont en route. Il y a l'école de Tawa, il y a le grand marché qui va bientôt se construire. Ils ont trouvé des nappes d'eau en faisant des galeries drainantes qui vont garantir d'avoir l'eau, même en période de sécheresse à Hivaoa. Alors que dès à présent, dans certaines îles, il y a des problèmes d'eau. Il y a presque plus d'eau dans les anciens captages. Alors là, on a trouvé de nouveaux captages avec les galeries drainantes sous les rivières et ça a l'air de produire bien. Non, ce n'est pas une revanche, une continuation du programme de travail parce qu'à mon époque, on n'a pas pu tout réaliser. Par exemple, là, on a l'espoir de construire une autre digue dans le port de Taoku pour permettre le mouillage garanti des grands bateaux comme Gauguin et autres. Parce qu'à l'heure actuelle, dès qu'il y a de la houle, ils ne restent pas. Ils viennent, ils restent et ils partent, ils retournent sur le Nukuhiva. Alors on voudrait assurer un point de mouillage ou derrière Hanake ou à la pointe de Taoku. Et ça, on espère bien un jour pouvoir trouver les moyens pour réaliser ça, parallèlement au projet de réalisation de l'aérodrome de Nukuhiva pour aller jusqu'à Honolulu, par exemple. Oui, je suis favorable à ça parce que les touristes qui veulent venir ici sont obligés de prendre l'avion, aller jusqu'à Tahiti, reprendre encore, revenir ici, alors que c'est sur la route. Quand on va en France ou quand on va en Amérique, on survole les marquises. Alors faire l'aéroport là de dégagement, c'est bien placé. Parce qu'en plus, avec la montée des eaux, eh ben, les aéroports qui sont en Polynésie, ben, ils vont être submergés. Et donc, ils seront obligés d'envoyer les avions, au lieu d'envoyer comme à l'heure actuelle jusqu'à, je ne sais pas où, très très loin, ils seront obligés d'envoyer aux marquises. Donc, il faut faire de la place. Là, avec la montée des eaux, je pense que même les populations qui vont être obligées de quitter les atolls à une certaine époque vont trouver plus facilement des terrains disponibles pour s'implanter aux marquises, comme ils s'étaient implantés à une certaine époque à Oahuka. Il y a peut-être d'autres moyens maintenant pour régler l'eau avec l'eau de mer et tout. Hein. Il y a des moyens aujourd'hui avec le solaire.
et tout ça. Ça aussi sont des projets. Par exemple, un des projets à l'heure actuelle, c'est de mettre en place les énergies renouvelables à Hivaoa pour essayer de diminuer l'importation du fuel. Donc si on installe des systèmes solaires, ça devrait bien marcher. Il y a beaucoup de soleil ici. Oui, à cette époque-là, on a voulu développer la reforestation avec les pinus. Et à Tovi, on a voulu développer l'élevage avec Tovi. Et donc, on a démarré cette opération-là avec l'intention d'essayer de fournir de la viande locale en Polynésie. À l'époque, ce n'était pas une exigence. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dès qu'il y a des problèmes avec cette pandémie-là, eh ben, on commence à avoir des problèmes alimentaires. À l'avenir des Marquises, la pêche est très importante. La zone des Marquises est très poissonneuse. Mais il faut toujours réglementer tout ça parce que on ne peut pas laisser faire n'importe quoi aussi. Parce que la possibilité, s'il y a un aéroport, c'est l'export direct du poisson d'ici. Ce n'est pas nécessaire d'aller à Tahiti et de repartir de Tahiti pour retourner au Japon ou en Amérique. S'il y a une liaison aérienne entre ici et Honolulu, par exemple, c'est beaucoup plus près. Et le poisson, il y a beaucoup de qualités de poissons ici. Du poisson de fond, des thons, des espadons, des poissons de thon. Tout ça, cette industrie, avec le tourisme, c'est bon. Et le bateau, j'ai acheté à Tahiti. Ça m'intéressait d'aller à la pêche. À l'époque, je n'étais pas atteint de problèmes de rein. Et donc, ça me servait aussi de support à l'époque où je faisais de la politique pour aller rejoindre les autres îles. J'allais au festival aussi avec ce bateau-là, c'était bien, on était hébergés sur le bateau. Et un bateau, une coque américaine, un Hatteras, donc 14 mètres, oui, 14 mètres. J'ai essayé d'installer des long lines pour pêcher le thon. Et donc on a adapté sur le bateau cette pêche-là. Mais on n'était pas bien formés. Oui, Jacques Brel est arrivé ici dans cette baie-là avec son yacht Lascaux, un yacht noir. On l'a vu mouiller juste en face de chez nous, dans la baie. Il était fatigué avec son épouse, Madly. C'est elle qui travaillait sur le yacht. Lui, il était déjà fatigué. Et donc, il est descendu à Atuna. Et à Atuna, il voulait avoir des fruits. Il a trouvé un peu les premiers fruits après plusieurs jours de voyage sans avoir de fruits. Et donc, il s'est installé là, à Atuna. Et la gentillesse de la population l'a séduit. Et il m'a dit, ah, je veux rester là, il faut chercher un terrain. Il avait trouvé un terrain juste pas loin de l'aéroport, parce que comme il respirait difficilement déjà, il voulait être assez en altitude. Et donc, il a trouvé un terrain pas loin de l'aéroport. Et il avait projeté de faire sa maison et sa piscine et d'habiter là-haut, à côté de l'aéroport. Parce qu'après, il avait eu l'intention donc de vendre ou de donner son yacht et d'acheter un avion en cas de besoin pour aller à Tahiti, à l'hôpital. Et donc, il a acheté un avion. Après, il voulait aussi s'occuper du développement du cinéma parce qu'il estimait qu'au niveau de la culture, on était très en retard.
sur Tahiti, et qu'il fallait lancer des bibliothèques, il fallait lancer du cinéma, il fallait faire venir des opticiens pour que les gens puissent se soigner les yeux et lire et voir des documents. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il a poussé la mairie à acheter des projecteurs beaucoup plus gros. Nous, on avait des petits projecteurs à l'époque que j'avais installés dans la cantine scolaire à l'époque. Et lui, il a fait commander par la mairie des grands projecteurs. Et il s'est occupé de former le personnel pour qu'il n'y ait pas de coupure entre les différents rouleaux de films. Et il a bien réussi. Alors on avait pris une espèce de grand mur pour pouvoir servir d'écran. Et la population était, c'est comme si c'était un drive-in. Et donc était installée sur leur POE avec les enfants et tout. Mais il demandait vraiment de respecter tout ça. Il ne fallait pas crier, il ne fallait pas parler, pour être vraiment, pour surveiller vraiment le film. Ben, c'est dommage qu'il soit décédé trop tôt, parce qu'avec toutes ses idées, avec son avion, déjà, il voulait aller livrer. À l'époque, c'était difficile de livrer le courrier dans les îles à côté. Il y avait des enfants qui étaient internes ici, qui ne pouvaient pas rentrer pendant les vacances chez eux. Alors, il voulait mettre en place une espèce de petit avion qui pouvait faire ces liaisons-là entre les îles, là où il y avait un petit aérodrome. Non, il avait beaucoup d'idées pour développer l'île. On avait fêté là le centenaire de la mort de Gauguin. Et donc, je voulais créer quelque chose. Et on a créé donc le centre culturel de Gauguin. Et après, quand il y a eu Brel, on a voulu reprendre son avion qui a été abandonné à Tahiti. Et donc, on a ramené l'avion et on a construit un bâtiment où on a mis à l'heure actuelle son avion à l'intérieur. Il a été bien retapé et les touristes, quand ils arrivent, ils vont quand même regarder. À l'heure actuelle, c'est à la mode à Tahiti et ailleurs de faire ce qu'ils appellent les rahui. Je pense qu'aux Marquises, il est temps aussi de commencer à voir ce secteur-là, parce qu'à l'heure actuelle, c'est tellement commercialisé. Les langoustes, les mamas, on appelle les mamas les chitons. Et à Uahuka, ils ont commencé, je crois, à Uahuka, à avoir un secteur protégé. Je pense que c'est une très bonne idée à reprendre et il faut qu'on s'intéresse à ça. Mais je pense que à travers la réunion des maires, l'ensemble des maires doit prendre sûrement bientôt des arrêtés pour pouvoir essayer de réglementer aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, ils commercialisent des tout petits mamans et c'est pas bon. Il y a les crabes aussi, les toetoe. C'est une richesse locale qu'il faut protéger et même développer. Si on peut faire des secteurs pour pouvoir avoir plus de petits, c'est une chose à faire. Non, un grand sportif, non. Mais j'ai mis en place l'équipe de football dont j'étais président à l'époque, Nike, ici à Atuona. Et après, on a essayé de développer aussi la pétanque pour ceux qui ne pouvaient pas jouer à des sports plus durs. Parce qu'il fut une époque où certains curés étaient opposés
au Matava parce qu'il disait qu'on redevenait païen. Alors l'évêque là, qui a aidé énormément à la reprise des Matavas, a fait énormément de choses pour reprendre la culture marquisienne. La langue, ils ont traduit la Bible en marquisien, ils ont poussé les prêtres à parler le marquisien. Non, là, il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Moi, j'ai eu 4 enfants, un garçon et 3 filles. Il y a Angelina, Madame Bono, dont le mari était postier et qui est devenu un adjoint à la mairie aussi. Alors c'est Angelina. Après, il y a eu Jean qui a ouvert un magasin. Lui, celui-là, il s'est intéressé à la pétanque. Il est président aussi de la pétanque. Un sport beaucoup plus calme. Oui. Après, alors, il y a eu Ida, qui faisait le transport des personnes, mais qui malheureusement est décédée. Et après, il y a eu la dernière qui est Joël, qui est devenue maire et représentant à l'Assemblée. Non, la chasse, on n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque. Et mon papa n'aimait pas qu'on aille tuer les animaux. Comme il n'aimait pas qu'on aille plonger non plus. Il disait que la mer, c'est pour les poissons. C'est dangereux. Il était plus favorable à l'élevage, des poulets, des trucs comme ça. Ben, pour les marquises en général, il faut qu'on puisse développer l'enseignement pour qu'on ait le maximum de gens compétents pour pouvoir assumer les postes de responsabilité, comme des docteurs, comme des infirmiers, comme des professeurs. Mais enfin, ça vient petit à petit, on a de plus en plus de jeunes marquisiens qui deviennent professeurs des écoles. Oui, le fils de Tarot qui est docteur. Oui. Moi, j'ai mon petit-fils aussi qui est professeur à l'école. Il a passé le CAPES. Qui est prévu. Ça approche. Ben, malheureusement, j'ai des reins qui fonctionnent pas très bien. Alors, j'ai été obligé de pratiquer la dialyse. Et c'est assez fatigant. Mais heureusement que maintenant qu'on a des machines qui permettent de vivre aux marquises, alors qu'à l'origine, il fallait aller directement vivre à Papeete. Alors maintenant, avec ces nouvelles machines, bon, ça va mieux, mais c'est fatigant. Ben, on ne peut plus faire grand-chose. Avant, j'allais à la pêche. C'est pour ça que j'avais acheté un bateau pour pouvoir aller à la pêche le jour où on pouvait aller à la pêche. Mais maintenant, on ne peut plus. Si, peut-être il faut envoyer la machine à bord, mais il faut être accompagné aussi de personnes soignantes. Enfin, ça pose des problèmes. Ça, on peut aller au village les heures où la machine n'est plus en service, comme par exemple l'après-midi. Moi, j'ai été à l'école des sœurs, après j'ai été à l'école des frères. À l'amener, bon, je suis catholique de mes parents, ma maman est très croyante, mon papa un peu moins peut-être. Elle allait à l'église à pied, il n'y avait pas de voiture ici à l'époque, donc elle allait tous les dimanches à pied avec mon papa, aller à la messe. Et
Je suis pour développer le catholicisme. Mon papa et ma maman sont décédés à Fa'a et les enfants ont décidé, comme eux l'avaient souhaité à une certaine époque, de revenir être enterrés aux Marquises. Mais à l'époque, on n'avait pas les avions et tous ces trucs-là, donc ils ont été enterrés à Tahiti. Et maintenant, avec l'autorisation du maire de Fa'a, on a pu récupérer les ossements et les ramener ici. On a construit une espèce de petite grotte où on a mis les cercueils, les ossements dedans. Et on a déjà enterré 2 de mes frères là. On a fait un cimetière familial, Christian et Maxime. Maintenant, on peut aller leur rendre visite. Oui, j'ai eu une vie heureuse, faite de beaucoup de projets, Il fallait se battre déjà à l'époque à l'Assemblée, parce qu'il y avait des majorités et on n'obtenait pas facilement les crédits à l'époque pour pouvoir réaliser l'eau et tous les projets qu'on avait. Ici, les routes, les ports. Non, j'ai eu une vie intéressante et la population est bien reconnaissante de tout ce qu'on a réalisé. E te aki nui e anei te tama. Ben, de pouvoir être rétabli de mieux en mieux. Mais enfin, on ne peut pas. L'âge fait qu'on ne fait plus de greffe rénale. Peut-être on réserve ça pour des plus jeunes. Non, il faut que les jeunes aillent au maximum à l'école, s'instruisent. Et donc, pour développer le pays demain, bon, il faut bien développer l'élevage. L'élevage, c'est faisable aux Marquises. La pêche, l'élevage, le tourisme aussi. Les touristes, ils viennent aux Marquises. Enfin, on a la chance d'avoir Gauguin et Brel ici à Hivaoa. Donc, il faut développer la culture, l'éducation, essayer de lutter contre l'utilisation de la drogue. Ça, c'est un grand défaut qui va se développer de plus en plus. Mais il faudra lutter contre ça, développer les infrastructures, peut-être un jour avoir un hôpital ici, parce qu'à l'heure actuelle, on évacue les malades sur Tahiti trop souvent, ça coûte cher. Peut-être ça coûtera moins cher d'implanter une petite structure d'hôpital. À l'heure actuelle, ce n'est qu'une infirmerie. Mais heureusement qu'on a mis en place des moyens à l'heure actuelle comme l'hélicoptère qui cherche les malades. Ça soulage un peu les personnes. Tēnei uheke mea ti te ua, tā whaakana hau te a. No ia, me mai nei au, e pe au i oto, a katai me te i tātou, no te wheru i amoi, no te ahei te tātou whenua i mua. O te ei, kauhanu. Apai ai tomato hoa. Apai tomato motua Apai Afitie tomato hoa. Afitie
tomato motua, apu umai tomato ka oha, naku e ke oto. Apa e ai, tomato uhoa, apa e ai, tomato motua e